Bonjour à tous, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Je vais attendre quelques secondes avant de lancer le début de cette masterclass, le temps que tout le monde puisse se connecter. Je crois qu'on est encore nombreux aujourd'hui en termes d'inscrits à cette nouvelle masterclass sur l'une des technologies de la transformation digitale. L'idée de la masterclass, c'est de se positionner dans le prolongement un peu du webinaire que j'ai eu la chance de vous dispenser l'année dernière, quasiment à la même époque, et où on avait abordé la transformation digitale, la méthodologie qui permet de construire un plan de transformation digitale et les questions en termes de management et les questions organisationnelles que soulève la transformation digitale. Et à cette occasion, j'avais évoqué les 4 technologies, qui sont les technologies qui sont en train de disrupter aujourd'hui l'ensemble des secteurs industriels, que sont le cloud, l'Internet des objets, la blockchain et l'intelligence artificielle. Et donc aujourd'hui, on revient, j'ai le plaisir de revenir vers vous pour faire un focus sur l'une de ces 4 technologies, qui est sans doute la technologie qui apparaît comme étant la plus mystérieuse pour un certain nombre de managers et de responsables, qu'est l'intelligence artificielle. Alors, on va débuter tout doucement. J'ai vu qu'on avait un public qui était francophone aujourd'hui, mais qui était réparti un peu partout sur la planète. Donc, ce qui me fait très plaisir. Pour ma part, je vous parle encore ce matin de Montréal. Donc, pour moi, il est 11 heures du matin. Et j'espère que quel que soit l'endroit où vous vous localisez là aujourd'hui, vous êtes dans une situation et dans une localisation qui vous a permis de traverser l'année qu'on vient de passer, les 15-16 mois que l'on vient de passer, de la meilleure manière possible. Alors, on vient de traverser tant au niveau individuel qu'au niveau collectif, je pense, une période unique dans l'histoire de l'homme, très particulière. Et j'espère sincèrement que cette période a été également l'occasion pour vous de prendre du recul et peut-être également de grandir en termes de réflexion sur votre positionnement à l'intérieur de votre entreprise et puis de manière plus générale également, le positionnement dans les sociétés. C'est quelque chose que l'on voit naître. C'est une tendance qui est extrêmement significative et qui, je trouve, est porteuse d'espoir pour les années à venir. Bien. Alors, si vous êtes en bonne position chez vous, bien installé, ce que je vous propose, c'est de débuter. Contrairement au webinaire que j'ai dispensé l'année dernière, pour aujourd'hui, j'ai préparé un support. J'ai préparé un support parce qu'on va évoquer aujourd'hui un sujet qui reste très flou, qui est impalpable pour un certain nombre de managers et de responsables avec lesquels je travaille. Et la raison pour laquelle j'ai préparé un support visuel, c'est que je souhaite vous montrer quelle est la matérialisation de ce sujet, de cette technologie qui est l'intelligence artificielle, quelle est sa matérialisation en termes de concepts, en termes de produits, en termes de solutions que vous utilisez déjà et qui sont déjà, pour un certain nombre d'entre elles également, implémentées dans les entreprises ou dans les secteurs dans lesquels vous travaillez. Donc, ce que je vais vous proposer, c'est de suivre, si vous le pouvez, la présentation à travers les différents slides que j'ai conçus. C'est une aide visuelle. Et puis, mes explications viennent compléter cette aide visuelle que vous allez pouvoir découvrir au fur et à mesure. Les questions vont apparaître sur la partie droite de l'écran. Je prendrai la dernière partie de cette intervention pour répondre à un maximum de questions. Donc surtout, n'hésitez pas à poser toutes les questions sur les sujets qui vous intéressent en lien avec l'intelligence artificielle ou s'il y a des éléments qui vous paraissent pas clairs, posez les questions et je ferai en sorte d'y répondre dans un deuxième temps. Donc, on aborde ce sujet de l'intelligence artificielle qui, pour moi, est ce que j'ai appelé The Big Change, avec un T majuscule qui est véritablement le grand changement
en termes de disruption technologique dans la période de transition que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Et cette présentation se veut une introduction pour les managers que vous êtes. On va aborder aujourd'hui l'intelligence artificielle, absolument pas sous un paradigme technique ou technologique, mais on va l'aborder sous un angle plus général, de manière à vous présenter l'intelligence artificielle en termes d'opportunités de marché et en termes d'applications sectorielles, et également en termes d'opportunités de carrière ou d'évolution de métier pour vous aujourd'hui et dans les années à venir. Alors, l'un des principaux objectifs pour moi de cette présentation, c'est de démystifier ce qu'est l'intelligence artificielle pour les managers. Alors, pourquoi j'ai indiqué démystifier? Eh bien, parce que parmi l'ensemble des collaborateurs, des CEO, des directeurs d'entreprise, des responsables, des managers avec lesquels j'ai la chance de travailler chaque jour, lorsque on déploie un plan de transformation digitale, on envisage un certain nombre de technologies à implémenter. Comme je vous le disais en introduction, les principales technologies qui sont envisagées aujourd'hui lorsqu'on déploie un plan de transformation digitale sont les 4 technologies disruptives, le cloud, la blockchain, l'Internet des objets, donc le big data qui est généré par l'Internet des objets, par ces objets connectés, et l'intelligence artificielle. Et ce qui me paraît intéressant, c'est que finalement, les 3 autres technologies, le cloud, la blockchain et l'IoT, sont des technologies qui commencent à être connus de la part des responsables, des directeurs, des managers avec lesquels ils sont familiers et ils commencent à interagir assez facilement avec les directeurs techniques sur l'ensemble de ces outils. Pour l'intelligence artificielle, en revanche, on note de manière quasi systématique un temps d'arrêt, une réflexion, des interrogations sur ce qu'est l'intelligence artificielle et comment effectivement cette intelligence artificielle peut aider la société. Et alors, d'où ça vient? Pour quelles raisons? J'ai indiqué que mon premier objectif était de démystifier cette intelligence artificielle dans l'esprit des managers que vous êtes, parce que l'intelligence artificielle, à l'origine, a été introduite et du coup associée dans l'inconscient d'un grand nombre d'individus à la fiction. L'intelligence artificielle fait partie, dans un premier temps, du domaine de la fiction, introduite depuis plusieurs années, voire même depuis des siècles, si on remonte au roman Frankenstein ou le Prométhée moderne de Mary Shelley, qui a été publié en 1818, ou si on revient au premier droïde, le célèbre R2D2 et C3PO, qui ont été introduits dans la série Star Wars dans les années 80, puis on voit arriver ces programmes informatiques intelligents dans le scénario complètement apocalyptique de la trilogie Matrix, lancée en 1999. Vous avez une planète qui est contrôlée par un programme informatique intelligent. Ensuite, dans les années 2000, en 2001, on a l'incarnation de l'intelligence artificielle directement dans un robot, un humanoïde, qui est ce petit garçon dans le film AI. Puis iRobot, plus de transcendance avec Johnny Depp, etc. Et bien d'autres scénarios de fiction qui mettent en jeu l'intelligence artificielle et qui entraînent pour conséquence, dans le meilleur des cas, que lorsqu'on évoque l'intelligence artificielle, on génère une espèce de dissonance entre cette vision de l'intelligence artificielle qui appartient au monde de la fiction et une perspective de réalité dans votre vie quotidienne ou de réalité a fortiori dans l'usage de votre entreprise pour de la commercialisation ou pour du management. Et puis dans le pire des cas, on génère de la crainte, beaucoup de questionnements et de l'incompréhension. Donc, l'un des objectifs, effectivement, de cette présentation, c'est de vous montrer que l'intelligence artificielle, qui, effectivement, a nourri énormément de scénarios de fiction, et c'est une excellente chose, c'est là l'un des atouts du cerveau humain, que d'être capable d'imaginer, de créer des nouvelles choses. Et ça a certainement également nourri les travaux de recherche qui ont été
qui ont été lancés et déployés par les scientifiques et les chercheurs au cours des 40, 50, 60 dernières années, eh bien, cette intelligence que l'on appelle artificielle est aujourd'hui très utile et très utilisée d'ores et déjà dans un certain nombre d'applications que vous pouvez utiliser, et on va voir lesquelles. Alors, les 3 questions auxquelles on va tenter de répondre au cours de cette présentation sont les suivantes. La première question, c'est qu'est-ce que l'IA? Je vais revenir à la manière dont on définit cette intelligence artificielle. Et très rapidement, on va aborder des questions plutôt économiques en décrivant le marché de l'intelligence artificielle. Si on regarde aujourd'hui l'ensemble des solutions qui sont commercialisées sur la planète et qui sont des solutions dans lesquelles tournent des programmes d'intelligence artificielle, quelle est la taille du marché déjà aujourd'hui? Quelle a été l'évolution de cette taille de marché au cours des dernières années? Et puis quelles sont les perspectives à venir? Ensuite, on fera un focus sur les applications de l'IA par secteur industriel. Et on répondra à la question de, mais finalement, aujourd'hui, à l'intérieur du secteur dans lequel vous exercez, quelle est ou quelles sont les principales applications de l'IA qui sont utiles à mon entreprise et ou à mes utilisateurs, à mes clients. Et enfin, on essaiera de répondre à cette troisième question, qui est certes la dernière, mais pas la moins importante, qui est quels seront les impacts de l'intelligence artificielle sur votre métier et sur votre carrière. Bien, commençons par une introduction sur la période que nous sommes en train de vivre. Et j'en discutais juste avant d'initier ce webinaire avec Jenny, qui est la personne qui m'assiste de manière extraordinaire, et j'en profite pour la remercier. On vit véritablement actuellement une période qui est extraordinaire, dans le sens où c'est une période qui n'a jamais eu lieu. Et on a cette chance que d'être en train de vivre une véritable période de transition, une véritable période de transformation entre 2 époques, mais on peut même parler de 2 mondes. Si vous voyez sur mon slide, j'ai représenté comme un monde d'avant et un monde après. Et on est aujourd'hui dans cette période de transition, mais qui est déjà décalée vers le monde d'après. On a déjà un pied dans ce monde d'après, qui est un monde d'après dans lequel la technologie est totalement intégrée à nos vies, et à nos vies à 360 degrés, que ce soit nos vies quotidiennes et nos professions. C'est quelque chose qui est extrêmement nouveau. Et si vous regardez bien l'image que j'ai représentée, la transition, on a déjà un pied dedans. On a déjà un pied dans ce monde avec les véhicules autonomes. On a déjà un pied dans ce monde avec les smart cities. On a déjà un pied dans ce monde avec des monnaies digitales qui sont en train d'émerger, etc., etc. Et tous ces éléments, toutes ces innovations technologiques, mais qui sont véritablement, on définit l'innovation en indiquant qu'elle se base sur une technologie qu'on appelle disruptive. Là, on a une véritable disruption au sens d'un changement de phase entre un monde d'avant et un monde d'après, où ici, et de manière très profonde et bien plus profonde que les transitions qui ont précédé, tous les secteurs industriels sont impactés par cette transition, par cette transformation. L'économie mondiale est en train de se transformer véritablement. J'évoquais il y a quelques instants l'apparition des monnaies digitales. Je ne parle pas des crypto-monnaies telles que le Bitcoin, l'Ether, etc., qui étaient des monnaies références, qui avaient été conçues, conceptualisées, inventées par le premier inventeur, notamment de la plateforme de Bitcoin, de manière à avoir une référence pour effectuer une transaction sur une plateforme de Bitcoin. Là, on voit émerger pour la première fois des travaux de réflexion sur le lancement de monnaie digitale. À l'origine de ces réflexions, vous trouvez le groupe Facebook qui a créé un consortium avec 21 partenaires pour lancer la première monnaie digitale qui serait véritablement adossée à des bons du trésor américains,
Et donc, en cela, qui serait une véritable monnaie, puisqu'elle aurait une stabilité économique, ce que n'a pas, bien évidemment, le Bitcoin, ce que n'a pas l'Ether et ce que n'ont pas ces autres éléments que l'on appelle des crypto-monnaies. Et aujourd'hui, l'ensemble des banques, que ce soit la BCE, la Banque asiatique, etc., l'ensemble des autres banques sont en réflexion sur cette question de la monnaie digitale. Donc, on a une véritable transformation de l'économie mondiale qui s'appuie sur une transformation en profondeur des secteurs industriels et qui monte d'un cran avec ces questionnements sur les monnaies digitales. Et puis, et surtout, j'ai envie de dire, nous avons généré par cette transition, par cette transformation en profondeur, une invitation à repenser les sociétés humaines, à repenser le rôle et la place de l'humain, de l'homme avec un grand H, avec l'ensemble de ces technologies. C'est l'un des questionnements que je vous proposerai d'aborder à la fin de cette présentation. Alors, cette période de transition, un grand nombre d'interlocuteurs, de professeurs, d'auteurs la qualifient de quatrième révolution industrielle. On parle de l'économie 4.0. Cette quatrième révolution industrielle, elle arrive après la première révolution industrielle qui était la révolution de la vapeur, la deuxième révolution industrielle qui a été générée par la capacité à maîtriser la production d'électricité de masse, la troisième révolution industrielle qui était la révolution par l'automatisation, le fait d'être capable d'automatiser des chaînes de montage, les usines, etc. Et puis aujourd'hui, nous sommes dans cette quatrième révolution industrielle, mais qui, selon moi, aura des impacts bien plus profonds, comme on vient de le voir, comme je viens de vous l'indiquer, sur le fonctionnement de nos sociétés avec un grand S. Alors, à l'origine de cette quatrième révolution industrielle, 4 technologies disruptives que vous connaissez, le cloud, la blockchain, l'Internet des objets, qui est l'IoT, Internet of Things en anglais, lié à l'Internet des objets, le big data, c'est-à-dire cette quantité gigantesque de données que nous sommes aujourd'hui capables de collecter grâce aux objets connectés. On a aujourd'hui environ 10 milliards d'objets connectés sur la planète. On est un peu moins de 8 milliards d'individus sur la planète. Donc, le nombre d'objets connectés recensés sur la planète dépasse aujourd'hui le nombre d'êtres humains qui sont identifiés également sur notre planète. Et puis, la quatrième technologie, c'est l'intelligence artificielle. Ce qui est intéressant, c'est que ces 4 technologies sont toutes basées sur la maîtrise du code, la maîtrise de ce qu'on appelle le programming en anglais, du code, la maîtrise de l'informatique, de l'algorithmie. Elles sont à la fois toutes distinctes, mais interconnectées, et ce sont les progrès de l'un qui vont permettre à l'autre également de faire de nouveaux progrès. Donc, la période que l'on vit aujourd'hui, et qui permet notamment à l'intelligence artificielle d'avoir l'essor dont on va parler dans quelques secondes, est une période dans laquelle chacune de ces 4 technologies se nourrit des progrès des autres. Le cloud, très rapidement, pour vous évoquer juste quelques mots sur ce qu'est le cloud, la blockchain, l'IoT, et avant de nous concentrer sur l'intelligence artificielle, le cloud, vous savez, c'est cette révolution qui a touché dans un premier temps les DSI avec lesquels vous travaillez, mais également qui peut vous toucher aujourd'hui, vous, au niveau individuel, qui nous permet d'accéder à des ressources informatiques à distance. Ces ressources informatiques qui peuvent être des ressources d'infrastructure, telles que des serveurs, de manière à pouvoir stocker des données, qui peuvent être des bases de données auxquelles on peut accéder à distance, qui peuvent être des solutions de gestion que vous allez pouvoir utiliser dans votre vie de tous les jours sur l'ensemble de vos terminaux mobiles. Et le cloud, c'est cette technologie qui nous a permis à tous de pouvoir accéder à l'ensemble de nos données et à l'ensemble des solutions qu'on utilise, à la fois sur notre ordinateur portable, sur notre tablette et sur notre téléphone, sans plus avoir besoin de faire d'update et de faire de téléchargement
en permanence. Donc, c'est l'une des principales révolutions du cloud à laquelle on peut accéder sur des plateformes qu'on appelle des plateformes de cloud. Et les géants de l'Internet ont tous développé leurs plateformes de cloud. Vous avez Google Cloud, vous avez Amazon Web Service pour la plateforme d'Amazon, Microsoft avec sa plateforme de cloud qui est Azure, la plateforme de cloud d'IBM, etc. Donc, ces plateformes de cloud sont devenues aujourd'hui des incontournables du développement des innovations web, des innovations informatiques et notamment du développement de l'intelligence artificielle. La blockchain, quant à elle, est une technologie à proprement parler qui permet d'effectuer des transactions de manière désintermédiée. Hein, c'est cette technologie qui nous permet, lorsque l'on va sur une plateforme, de pouvoir effectuer une transaction entre vous et un autre tiers qui se trouve à l'autre bout de la planète sans passer par un intermédiaire institutionnel et de manière totalement sécurisée et avec une traçabilité des caractéristiques de votre transaction qui est enregistrée à l'intérieur d'un registre qu'on appelle un bloc. Et plus vous allez effectuer de transactions, plus vous allez avoir de blocs qui vont être émis. Donc, on réalise ce que l'on appelle une chaîne de blocs. Et c'est cette particularité d'une très forte sécurisation de la transaction entre un individu A et un individu B, avec des documents qui ne peuvent être absolument pas modifiés et falsifiés, qui a constitué l'essor et l'avènement de la blockchain. L'Internet des objets, c'est ce qu'on appelle, et c'est ce qui s'est matérialisé à travers l'ensemble des objets connectés que vous utilisez déjà, votre Apple Watch, ou n'importe quelle autre montre, pour ne pas citer qu'Apple, qui serait une montre connectée, votre téléphone portable, bien évidemment. Les smartphones sont les premiers objets connectés dans la vie des individus et ce sont les objets qui collectent le plus grand nombre de données individuelles sur vos usages, sur vos habitudes, sur vos comportements et qui a généré l'essor de ce que l'on appelle le big data, c'est-à-dire cette gigantesque quantité de données qui est collectée par l'ensemble des terminaux connectés que vous utilisez. Et ce sont ces trois technos, et en particulier l'IoT et le big data, qui ont permis l'avènement de l'intelligence artificielle que l'on va aborder dès maintenant. Alors, l'intelligence artificielle, de quoi on parle lorsqu'on parle de cette intelligence qui est artificielle? Eh bien, j'aime revenir à cette définition de l'un des pères de l'intelligence artificielle. Les travaux en matière d'intelligence artificielle ont commencé très tôt, dès les années 50, 60, on a commencé à voir apparaître en matière de recherche fondamentale, bien évidemment, des chercheurs qui commençaient à réfléchir sur une manière, une possibilité de modéliser à l'intérieur de la machine les processus cognitifs qui ont lieu à l'intérieur du cerveau humain. Et ce qui est extraordinaire, c'est que on a vu en parallèle des progrès qui ont été effectués en recherche fondamentale, en psychologie cognitive, en sociologie, et puis qui ont été enrichis progressivement par l'imagerie médicale, qui nous a permis d'affiner les résultats qu'on avait obtenus auparavant à travers des expérimentations de type quantique, et qu'on a vu progressivement ces modélisations des processus cognitifs humains, notamment des processus de mémorisation et d'apprentissage, processus de prise de décision, qui progressivement ont pu être transférés, codés de manière informatique à l'intérieur de machines qui, grâce à de l'entraînement, ont pu progressivement réaliser les mêmes tâches, des tâches assez sommaires dans un premier temps, qui étaient réalisées par des individus humains. Et donc, c'est la raison pour laquelle cette définition de Marvin Minsky, qui définit l'intelligence artificielle de cette manière par un ensemble de programmes informatiques, c'est-à-dire ce que l'on appelle les fameux algorithmes, qui ont pour but d'accomplir des tâches qui étaient jusqu'à présent accomplies par des humains. Et c'est véritablement ici le but de l'intelligence artificielle. C'est d'identifier dans un premier temps une tâche, puis un certain nombre de tâches qui, jusqu'à maintenant, étaient réalisées par des êtres humains, des hommes, des femmes, de décrire ces tâches par des processus séquentiels, étape après étape,
de décrire ces tâches également avec un certain nombre de variables qui entrent en jeu à l'intérieur du processus, qui vont influencer le processus. Et une fois qu'on a décrit ces tâches de manière très précise, on va pouvoir essayer de les coder de manière informatique à travers des programmes informatiques pour que la machine soit capable d'accomplir la tâche de la même manière que l'humain l'aurait accompli et peut-être même d'une manière plus précise que l'humain ne l'aurait accompli, puisque la machine, comparativement à l'humain, ne ressent pas ce que l'on appelle la fatigue. Et on verra tout à l'heure, c'est l'un des grands atouts des machines. Donc la définition que je vous propose de retenir dans le cadre de cette présentation sur ce qu'est l'intelligence artificielle, c'est la suivante. C'est un ensemble de programmes informatiques, que vous entendez parler à travers des algorithmes, qui ont pour but d'accomplir des tâches qui jusqu'à maintenant étaient accomplies par des humains. Et on a vu au cours des 10 dernières années que ces tâches qui étaient accomplies par les humains et pour lesquelles on a développé un certain nombre de programmes informatiques, donc un certain nombre d'intelligences artificielles, elles sont devenues de plus en plus nombreuses et elles sont devenues de plus en plus diversifiées et elles deviennent de plus en plus sophistiquées parce que les recherches augmentent et parce que si la quantité de données qui nous permet de tester les algorithmes et du coup qui permettent à l'intelligence artificielle de se développer et de s'affiner, deviennent de plus en plus importantes. Donc ces tâches, elles sont nombreuses, vous les connaissez. Hein. L'intelligence artificielle aujourd'hui, elle nous permet de réaliser des recherches documentaires à notre place. Réaliser une recherche documentaire, c'est ce que vous faites lorsque vous allez sur un moteur de recherche comme Google et que vous tapez n'importe quelle requête. Ici, comment cuisiner une tarte aux pommes. La tâche que j'aurais pu réaliser aurait été de chercher dans un livre de cuisine une recette pour cuisiner une tarte aux pommes. Au lieu de ça, on peut aller directement sur Google qui va effectuer cette tâche à ma place. On peut également poser la question via de la commande vocale aujourd'hui à des assistants personnels que vous connaissez, que ce soit l'assistant personnel qui est développé par Google, un Google Home, ou celui qui a été développé également par Amazon, Alexa. Autre type de tâche qui est réalisé par un programme d'intelligence artificielle, c'est le fait de comparer des billets d'avion ou de chercher, d'effectuer une recherche de billets d'avion, puis de comparer des billets d'avion en fonction du prix. Donc là, on est également dans une tâche qui était réalisée auparavant, soit par le client en question, soit par des hôtesses qui réalisent dans des agences de voyage qui réalisaient exactement cette opération. Autre type de tâche qui est réalisée à votre place, à notre place, celle de sélectionner des films, des séries, des documentaires à notre place, des séries qui nous correspondent ou qui nous plairaient. C'est ce que fait le programme d'intelligence artificielle, notamment de Netflix. Et de la même manière, pour la musique, Deezer et Spotify, qui vont, pour les utilisateurs de ces applications, vous proposer de manière très personnalisée des musiques qui correspondraient à votre profil, qui correspondraient à vos goûts, au type de musique que vous aimez écouter. D'autres types de tâches, hein, comme je vous disais, on avance vers aujourd'hui des programmes qui sont de plus en plus sophistiqués, grâce notamment au big data. Donc, autre type de tâches vers lesquelles on avance, c'est le fait de conduire une voiture à notre place à travers l'ensemble des programmes d'intelligence artificielle qui nourrissent les véhicules autonomes. Le fait de faire la cuisine à notre place, déjà mis en œuvre grâce à des programmes d'intelligence artificielle qu'on retrouve intégrés dans des robots que l'on appelle des robot cooking, qui sont déjà commercialisés et qui sont déjà utilisés aux États-Unis depuis 3 ans. Autre tâche sur lesquelles peut-être un certain nombre d'entre vous vont trouver une utilité particulière, peut-être même que vous les utilisez déjà, passer l'aspirateur à notre place ou passer la tondeuse à notre place. Bien, à travers l'ensemble de ces exemples, vous voyez qu'effectivement, et c'est une liste qui est non exhaustive, hein, bien évidemment, vous voyez que ces tâches sur lesquelles nous avons été capables au cours des 15-20 dernières années, de développer des programmes informatiques qui sont capables de les exécuter à notre place, elles sont de plus en plus nombreuses, elles sont de plus en plus diversifiées et elles sont de plus en plus sophistiquées. Et ça nous amène au point suivant, à savoir l'ensemble des solutions d'intelligence artificielle aujourd'hui constitue véritablement un marché, qui est ce que l'on appelle le marché de l'IA. Ce marché de l'IA, c'est déjà l'un des marchés les plus volumineux de la planète. Quand vous regardez l'évolution
des ventes qui ont été générées par les solutions dans lesquelles on a intégré des programmes d'intelligence artificielle au cours des 6 dernières années, en remontant à 2015. On a une évolution entre 2015 et 2020 d'un multiplicateur par 10 en l'espace de 5 ans. On est passé d'un marché de 5 milliards de dollars américains à un marché de 50 milliards de dollars américains, ce qui est une croissance extrêmement forte. Donc ce marché qui aujourd'hui est évalué aux alentours de 50-60 milliards de dollars américains est en plus prévu d'avoir une croissance qui va dépasser les 100% d'ici à 2024. Donc on est véritablement en présence d'un raz-de-marée d'une technologie qui est en train d'être implémentée dans une très grande proportion de solutions, de produits et de services que vous utilisez et ou que vous allez proposer vous-même à l'intérieur des sociétés dans lesquelles vous travaillez. Et donc, c'est l'une des raisons pour lesquelles il nous a semblé important aujourd'hui d'aborder ce sujet avec vous pour vous montrer que finalement, cette intelligence artificielle que vous ne maîtrisez peut-être pas au niveau technique, et là n'est pas le sujet, puisque l'élément important pour vous en tant que manager, c'est d'avoir conscience que la grande majorité des services qui visent à proposer une offre personnalisée, on va voir comment l'intelligence artificielle est utilisée aujourd'hui dans les sociétés, donc dans des offres personnalisées, utilise l'intelligence artificielle et voire même on peut développer de nouveaux services et de nouvelles offres sur la base de cette intelligence artificielle. Et c'est l'un des points sur lesquels je souhaite attirer votre attention au cours de cette présentation sur le fait que si votre société n'a pas encore développé ou n'a pas encore intégré l'intelligence artificielle dans les solutions qu'elle propose ou même à l'intérieur de la société pour améliorer, optimiser le management, le fonctionnement interne de la société, c'est quelque chose qui va se faire progressivement et sur lequel vous devrez être peut-être force de proposition, ou du moins c'est un chantier sur lequel vous allez être fortement mobilisé, et qu'il ne faudra considérer cette intelligence artificielle que comme une technologie, une innovation ou un vecteur d'innovation supplémentaire de la même manière que les autres technologies sont abordées également dans l'entreprise. Alors, intelligence artificielle, on vient de le voir, un marché extrêmement volumineux déjà aujourd'hui et un marché qui va continuer à croître dans les années à venir. Qui sont les géants de l'intelligence artificielle? Eh bien, sans surprise, les géants de l'intelligence artificielle sont aussi les géants de l'Internet. Pour une raison qui est simple, qui est que le développement de l'intelligence artificielle se base dans un premier temps sur le développement de la data. Et par conséquent, le fait de posséder la data, le fait de posséder ce que l'on a appelé depuis tout à l'heure un accès à ce big data via l'Internet des objets, via les objets connectés, donne un avantage concurrentiel extrêmement fort aux géants de l'Internet pour se positionner comme leader sur l'intelligence artificielle. Donc, ces géants de l'Internet qui à la fois maîtrisent le développement, la conception et la commercialisation de solutions d'objets connectés et donc qui collectent le plus grand nombre de données utilisateurs sur la planète sont les mieux placés derrière pour utiliser cette donnée qui va nourrir des programmes informatiques qui sont développés par des chercheurs et des scientifiques pour devenir les innovations en matière d'intelligence artificielle de demain. Donc, ces géants de l'Internet, vous les connaissez. On a d'un côté les géants de l'Internet américains, qu'on appelle les GAFAM, pour Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft, auxquels on peut également ajouter IBM, qui sont concentrés dans la Silicon Valley américaine, en Californie. Et puis, de l'autre côté de la planète, on a les BATX chinois, qui sont leurs concurrents chinois, BATX pour Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi. Donc, on voit très clairement, et cette carte est extrêmement intéressante, qu'on a aujourd'hui deux pôles de compétitivité en matière d'intelligence artificielle qui se font face. D'un côté, les États-Unis et de l'autre côté, la Chine,
qui sont les 2 lieux sur la planète où les investissements en matière d'intelligence artificielle sont les plus forts et qui concentrent par conséquent le plus fort nombre de brevets qui sont acceptés chaque année en matière d'intelligence artificielle. En plus de l'avantage concurrentiel dont je vous parlais tout à l'heure, qui repose sur le fait d'avoir un accès à la data, forcément derrière, ces leaders de l'Internet ont la possibilité de maîtriser 2 autres avantages concurrentiels. Le premier, c'est qu'ils possèdent la puissance financière qui est nécessaire pour pouvoir faire l'acquisition de ce que l'on appelle des supercalculateurs, qui sont des machines qui ont une puissance, en termes de processeurs, qui ont une puissance de calcul qui est extrêmement élevée, qui est de l'ordre du million de milliards d'opérations par seconde. Donc, ces leaders de l'Internet ont cette puissance économique qui leur permet de faire l'acquisition de ces supercalculateurs. Et ils ont également la puissance économique qui leur permet d'engager et de rémunérer les meilleurs cerveaux, les collaborateurs les plus brillants en matière d'intelligence artificielle sur la planète. Et sur cette map, sur cette carte, pardon, j'ai tellement l'habitude de m'exprimer en anglais et en français, sur cette carte, ce qu'il y a d'intéressant, c'est ce mouvement, cette flèche verte que vous voyez sans doute, qui représente l'attractivité de la Silicon Valley sur ces cerveaux qui sont répartis sur la planète. Et on voit que l'origine des cerveaux, l'origine des collaborateurs extrêmement brillants, ces chercheurs, ces scientifiques en intelligence artificielle qui vont travailler aujourd'hui dans la Silicon Valley pour générer les innovations en matière d'intelligence artificielle, ils viennent de partout. Ils viennent de Chine, ils viennent d'Europe, ils viennent d'Amérique latine. Et c'est cette attractivité, cette capacité à la fois à attirer les meilleurs dans chaque domaine. Et le domaine de l'intelligence artificielle, c'est un domaine qui est pluridisciplinaire. Ne pensez pas que c'est un domaine qui se concentre uniquement sur du code informatique. C'est un domaine qui nécessite à la fois la maîtrise du code informatique, de différents langages. C'est un domaine qui nécessite de maîtriser la logique mathématique, la logique statistique, l'outil mathématique. C'est un domaine également qui nécessite de maîtriser les neurosciences. Les recherches en neurosciences sont extrêmement utiles en intelligence artificielle et c'est également un domaine qui nécessite de maîtriser ce que l'on appelle la psychologie cognitive ou les sciences cognitives. Donc, c'est un domaine qui est pluridisciplinaire, basé sur ces 4 grandes disciplines et puis d'autres en fonction des applications que l'on cherche à atteindre. Par conséquent, cette attractivité que possèdent les leaders d'Internet et notamment les leaders américains, parce qu'on voit qu'on a une attractivité qui se dirige même de la Chine vers les États-Unis pour recruter les cerveaux, c'est un avantage concurrentiel extrêmement fort et c'est ce qui leur permet aujourd'hui d'être à l'origine de la quasi-totalité des innovations qui sont développées et commercialisées sur la planète. Et enfin, troisième élément que vous ne voyez pas forcément lorsque vous êtes utilisateur d'applications, c'est que ces GAFAM et ces BATX sont très souvent des investisseurs, parfois même propriétaires à 90 ou 100%, de startups qui se lancent sur le secteur de l'intelligence artificielle. Il n'est pas rare de voir que dès qu'une startup commence à avoir ce qu'on appelle son POC, sa proof of concept, et ensuite une activité économique qui commence à être significative, qu'elle soit rachetée par l'un des GAFAM qui lui permet ainsi de pouvoir se développer plus rapidement, tant avec un capital financier qui accélère son développement, mais également avec une mise à disposition de ce big data qu'il possède et qui va permettre effectivement à l'application de cette startup d'avoir une croissance beaucoup plus rapide que si elle ne se développait toute seule. Donc, on a véritablement aujourd'hui ces 2 pôles qui sont prédominants en matière de développement de l'intelligence artificielle. Donc, derrière, on a également le Japon et l'Europe qui se positionnent, 3e et 4e. Le Japon qui notamment, avec un certain nombre de sociétés, Fujitsu notamment, a été capable de développer l'année dernière le nouveau supercalculateur qui était plus puissant que le dernier supercalculateur américain et qui est capable de réaliser 415 millions de milliards d'opérations
en une seconde. On va y revenir dans quelques instants. Mais les Américains de la Silicon Valley sont déjà aujourd'hui en train de travailler sur des supercalculateurs qui atteindraient très prochainement des milliards de milliards d'opérations par seconde. Donc, on est dans une course que l'on peut comparer à la course au voyage sur la Lune, qui a eu lieu au siècle dernier. La course aux supercalculateurs, à la puissance des supercalculateurs, est une course qui est engagée entre ces géants de l'intelligence artificielle et qui montre à quel point il s'agit d'une industrie qui est extrêmement compétitive, mais qui finalement est localisée entre deux pôles bien spécifiques sur la planète. Comment expliquer cette explosion de l'intelligence artificielle? Donc, on vient de le voir en l'espace de 6 ans, entre 2015 et aujourd'hui, on a eu une croissance extrêmement forte, une multiplication par 10 de ce marché, 50 milliards de dollars déjà aujourd'hui, et on prévoit une explosion. On avait une courbe qui réalisait une inflexion qui était quasiment verticale, qui ne va pas s'arrêter, et cette estimation, cette prévision a une très forte probabilité de se réaliser. Alors, on a deux facteurs principaux qui nous permettent d'expliquer comment l'intelligence artificielle est passée au cours des 15 dernières années d'un domaine de recherche fondamentale, parce que c'était ce qu'était l'intelligence artificielle au cours il y a encore une quinzaine d'années, à aujourd'hui, ce que l'on peut appeler un véritable pilier de l'économie mondiale. Et quand je dis pilier, il s'agit véritablement de constituer l'un des piliers qui va être fondateur de cette nouvelle économie mondiale dans laquelle vous allez vivre et dans laquelle vos enfants également vont vivre, vont grandir et vont travailler. Bien, le domaine de recherche fondamentale, je vous le disais il y a quelques instants, l'intelligence artificielle, ça n'est pas un sujet nouveau pour la communauté scientifique, pour la communauté des chercheurs, ce qu'on appelle la communauté académique. Ça a été un domaine de recherche fondamentale depuis les années 50-60, avec à la fois des informaticiens, des chercheurs en informatique, en programmatique, des chercheurs en logique mathématique, des chercheurs en neurosciences et des chercheurs en sciences cognitives qui, depuis les années 50-60, se sont beaucoup intéressés au fonctionnement du cerveau humain, notamment après la Seconde Guerre mondiale. On a eu différents courants de recherche qui ont été lancés, des courants de recherche cognitivistes, des courants de recherche behavioristes, qui ont eu pour objectif notamment d'essayer de comprendre comment fonctionne le cerveau humain, comment le cerveau humain prend des décisions, comment est-ce qu'il réagit à des stimuli, pardon. Et l'ensemble de ces recherches ont abouti progressivement à ce que l'on appelle des modélisations, des modèles dans lesquels on a été capable de représenter l'ensemble de ces processus cognitifs qui ont lieu dans notre cerveau et qui nous amènent à nous comporter de telle manière ou de telle autre. Et donc, cette recherche fondamentale qui a été extrêmement riche entre les années 50 jusqu'au début des années 2000 a permis de nourrir ce terrain de l'intelligence artificielle. Mais ce n'est que grâce à l'Internet et notamment à la connectivité sans fil que l'intelligence artificielle a commencé à avoir une application directe dans nos vies quotidiennes. Pour quelle raison? Parce que comme je vous le disais tout à l'heure, un programme informatique, quel qu'il soit, pour pouvoir fonctionner, il a besoin d'avoir des données. On dit souvent qu'on fait tourner un programme sur de la donnée. Et donc, quand vous avez un échantillon de 100 personnes, 200 personnes, votre programme va tourner sur cette donnée et va avoir un certain type de résultats, mais qui seront plus ou moins fiables, qui seront plus ou moins significatifs, comme on dit, de manière statistique. Plus la taille de votre échantillon augmente, plus la taille de votre base de données augmente, plus le programme que vous allez faire tourner sur cette grosse base de données va pouvoir produire des résultats dont la fiabilité augmente, dont la significativité augmente et dont la précision augmente. Et le fait d'avoir été capable de connecter des objets, donc l'ensemble des objets connectés, et en premier lieu l'ensemble de vos smartphones, de vos montres connectées, de vos assistants personnels connectés, etc. Le fait d'avoir développé l'Internet des objets a généré derrière ce big data
qui alimente l'ensemble des programmes informatiques que sont les algorithmes de base de l'intelligence artificielle. Et donc, c'est à partir de ce moment-là que les programmes d'intelligence artificielle ont commencé à tourner et à tourner de plus en plus vite et de plus en plus fort. Donc, c'est l'Internet des objets qui a alimenté cette forte croissance de l'intelligence artificielle dans un premier temps. Et le deuxième facteur qui est à l'origine de cette forte croissance et qui fait qu'aujourd'hui l'intelligence artificielle est un pilier de l'économie mondiale, ce sont trois caractéristiques intrinsèques de l'intelligence artificielle qui sont ces trois atouts majeurs. Et ces trois atouts majeurs, ils sont les suivants. Le premier atout, c'est sa puissance de calcul qui est extrêmement élevée. Le deuxième atout, c'est sa gigantesque capacité de stockage d'informations. Et son troisième atout, qui est celui qui nous différencie, qui la différencie de l'homme, c'est son endurance, puisque l'intelligence artificielle est capable, contrairement à l'homme, de fonctionner 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Alors, on va s'attarder quelques minutes sur chacun de ces atouts de l'intelligence artificielle, puisque effectivement, c'est important que vous les ayez en tête pour comprendre la raison pour laquelle cette intelligence artificielle est devenue si prédominante dans l'économie et comment est-ce qu'elle va se positionner dans les années à venir, notamment comparativement aux trois autres technologies. Alors, la puissance de calcul extrêmement élevée, je vous l'expliquais il y a quelques minutes en vous parlant de la course à l'acquisition et au développement des supercalculateurs qui est engagée entre ces deux pôles des géants de l'Internet qui sont aujourd'hui les géants de l'intelligence artificielle. Et donc, effectivement, l'intelligence artificielle, donc les programmes informatiques qu'on développe, ont une puissance de calcul qui est extrêmement élevée. Et cette puissance de calcul, elle repose sur une caractéristique techno de ce qu'on appelle le hardware, en lien avec la puissance des processeurs qui sont assemblés les uns aux autres, de la machine. On estime aujourd'hui le supercalculateur le plus puissant au monde, celui qui a été développé par les Japonais il y a environ 1 an aujourd'hui, est capable de réaliser 415 millions de milliards d'opérations en 1 seconde. Donc, on est sur du 415, 10 puissance 15, millions de milliards d'opérations en 1 seconde. Donc, c'est bien évidemment un nombre qui est extrêmement élevé, qu'on sera très certainement capable de dépasser dans les années à venir. Mais ce qui me semble intéressant, c'est en termes de comparaison, de prendre conscience que le cerveau humain, comparativement à cette puissance de calcul, le cerveau humain est tout de même capable également et en utilisant juste une zone de stockage qui est la taille de notre boîte crânienne, de réaliser des millions de milliards d'opérations en 1 seconde. On serait aux alentours de 50 millions de milliards. Donc, on n'est pas à 415 millions de milliards, mais on serait aux alentours de 50 millions de milliards d'opérations en 1 seconde. On a une seule étude qui envisagerait que le cerveau humain, c'est une étude qui a obtenu ce résultat par extrapolation, serait capable de réaliser 1000 milliards de milliards d'opérations en 1 seconde. Donc, sur cette caractéristique de la puissance de calcul extrêmement élevée, ce qu'il y a d'intéressant, et je m'en suis rendu compte assez fréquemment en échangeant avec des managers, c'est que on a souvent une vision erronée entre la puissance de calcul de l'ordinateur qui dépasserait la puissance de calcul de l'homme, l'homme avec un grand H. C'est pas forcément vrai, comme vous le voyez. Effectivement, aujourd'hui, c'est le cas. Avec 415 millions de milliards, le supercalculateur japonais dépasse la puissance de calcul de l'homme. Mais il faut savoir également que un supercalculateur, les supercalculateurs qui étaient développés par exemple il y a une dizaine d'années, utilisaient 86 000 processeurs. Et avec 86 000 processeurs mis bout à bout, le supercalculateur mettait 40 minutes à réaliser le nombre d'opérations que le cerveau humain était capable de réaliser en 1 seconde. Donc, ce qui vous montre la puissance du cerveau humain comparativement à la puissance de la machine. Mais bon, en l'espace de 10 ans, les progrès en matière de construction, de conception des supercalculateurs ont été
ont été extrêmement élevés et on arrive aujourd'hui effectivement à le dépasser. Bien, le deuxième atout de l'intelligence artificielle, c'est la gigantesque capacité de stockage d'informations de l'intelligence artificielle aujourd'hui. Hein, on parlait de ce big data qui est nécessaire à l'intelligence artificielle pour fonctionner. Hein, vous l'avez compris, l'intelligence artificielle, c'est un programme informatique, des programmes informatiques avec des lignes de code que l'on appelle des algorithmes, hein, qui sont des constructions logiques, et d'un côté, et de l'autre côté, des bases de données, des données. Hein. Pour pouvoir tourner, un programme informatique a besoin de données, et on le fait tourner sur des données, et on obtient un résultat. Ce résultat, c'est l'une des tâches qu'on a présentées en introduction. Donc aujourd'hui, on a des programmes informatiques qui peuvent tourner à une vitesse extrêmement forte. Donc c'est le premier point, la puissance de calcul extrêmement élevée. Et puis on a également de l'autre côté des bases de données qui sont de plus en plus importantes et qui peuvent être stockées en permanence, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, dans des serveurs. Alors là encore, si on compare le cerveau humain et la capacité de stockage liée à l'intelligence artificielle, hein, il faut avoir conscience que votre cerveau humain, il tient dans votre boîte crânienne, alors que la zone de stockage en lien avec une intelligence artificielle, elle occupe tout un étage d'un immeuble, parfois elle occupe même tout l'immeuble et parfois elle occupe même plusieurs immeubles les uns à côté des autres. Donc, juste pour que vous vous rendiez compte en termes de comparaison de ce que nécessite cet espace de stockage. Hein. Vous avez dû en entendre parler, c'est ce que l'on appelle les fameux data centers, qui sont également très consommateurs d'énergie. Là encore, on pourrait comparer la consommation d'énergie de l'intelligence artificielle, enfin, des serveurs de l'intelligence artificielle et la consommation d'énergie du cerveau, qui consomme environ 20% de l'énergie du corps humain. Donc, on a aujourd'hui une intelligence artificielle qui a cette capacité à stocker dans des data centers une très grande quantité de données qui nourrissent les algorithmes qui lui permettent de fournir des résultats. Et ce n'était pas le cas auparavant. Et là aussi, c'est un progrès qui est extrêmement important, même si ça pose des questions hein, sur la consommation d'énergie, même si ça pose aussi des questions, la consommation d'énergie et bien évidemment des questions en lien avec le réchauffement climatique et avec l'occupation de l'espace. Mais ça reste tout de même le deuxième atout de l'intelligence artificielle. Et enfin, le troisième atout de l'intelligence artificielle, et comme je vous le disais en introduction de ce slide, c'est sans doute sur ce sujet que l'intelligence artificielle surpasse l'homme véritablement, c'est son endurance. C'est le fait que l'intelligence artificielle, elle ne ressent pas de fatigue. Et donc, à partir du moment où le programme est lancé, où l'homme décide de lancer le programme de cette intelligence artificielle qui a été conçue pour réaliser telle tâche, ce programme, il peut tourner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, chaque semaine, chaque mois, pendant une durée que vous déterminez. Ce qui n'est pas le cas d'un individu humain, d'un être humain. On considère, les études en médecine ont montré que la capacité d'un être humain à vivre sans dormir est limitée environ à 72 heures. Au-delà des 72 heures, on note une très forte altération au niveau des capacités de concentration, au niveau des capacités d'attention, de gestion des émotions. Bon, on a aussi un cas d'un individu qui, dans les années 60, je crois en 1956, a réussi à tenir sans sommeil pendant 11 jours consécutifs, qui par la suite a dormi 14 heures d'affilée, mais qui a pendant un très grand nombre de semaines suite à cet épisode, qui a eu un très grand nombre de soucis de santé. C'est un record qui depuis n'a jamais été égalé. Donc on se positionne plutôt sur les résultats des recherches en médecine qui nous positionnent à 72 heures maximum sans sommeil pour éviter par la suite d'avoir des capacités de concentration, d'attention qui soient altérées. Or, quand vous êtes dans l'exercice d'analyse d'informations, d'analyse de données, de traitement de données, de manière à pouvoir prendre des décisions, vous devez d'avoir effectivement l'ensemble de vos capacités d'attention et de concentration qui soient au maximum. Donc, ce qui n'est pas le cas, passer 72 heures. Donc là, effectivement, la machine surpasse l'homme sur cette dimension.
Donc, retenez ces 3 atouts. Puissance de calcul extrêmement élevée, gigantesque capacité de stockage d'informations et une endurance 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, qui reste à ce jour l'élément différenciant entre l'homme et la machine, sur lequel la machine surpasse l'homme. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle est devenue ce qu'on a appelé un pilier de l'économie mondiale. C'est ce qui fait que c'est un avantage concurrentiel qui est extrêmement puissant pour les entreprises qui le possèdent, bien évidemment pour les leaders de l'Internet, les GAFAM et les BATX dans un premier temps. C'est un vecteur d'agilité et d'innovation à l'intérieur des entreprises. Ça, on va l'aborder tout de suite. Et c'est un très fort vecteur de croissance. On l'a vu précédemment avec la courbe de description du marché de l'intelligence artificielle qui évolue très fortement depuis 2015. Alors, quelles sont les applications de l'intelligence artificielle par secteur? Je vous propose, on ne va pas passer en vue la totalité des secteurs, puisqu'on dispose d'une heure et demie et qu'il nous reste environ 30-35 minutes. Mais je vous propose à présent de faire des coups de projecteur sur quelques secteurs qui sont des secteurs qui ont développé de nouvelles applications ou des innovations qui me paraissent particulièrement intéressantes. Et tous les secteurs industriels ont développé des nouveaux services sur la base de l'intégration de programmes d'intelligence artificielle. Et je vous invite, si votre secteur ne figure pas dans les illustrations que je vais présenter à présent, je vous invite très fortement à lancer des recherches suite à cette présentation pour identifier les innovations qui, sur la base de l'intelligence artificielle, sont en train de transformer en profondeur votre secteur. Alors, ce qu'il y a de certain, c'est qu'il existe déjà un socle commun de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans tous les secteurs aujourd'hui. Et ce socle commun, c'est le suivant. L'intelligence artificielle est utilisée dans la quasi-totalité des secteurs industriels pour faire de l'analyse de données, et notamment pour faire de l'analyse sur des bases de données qui sont des bases de données extrêmement fortes, puisque comme on le répète depuis le début de cette présentation, c'est l'un des atouts de l'intelligence artificielle. Et qu'est-ce que l'on fait en matière d'analyse de données sur ces bases de données qui sont d'une taille extrêmement grande? On fait tourner ce que l'on appelle des modèles prédictifs, issus très souvent de travaux de recherche, dans les secteurs dans lesquels votre entreprise est positionnée. On fait tourner des modèles prédictifs qui ont été codés, qui ont été traduits en algorithmes, et on obtient des prévisions en termes de comportement, on obtient des prévisions en matière de volume de vente, on obtient des prévisions qui nous permettent de développer ce que l'on appelle des offres qui vont devenir hyper personnalisées. C'est-à-dire qu'on est capable aujourd'hui de faire du sur-mesure grâce à l'intelligence artificielle. C'est le sur-mesure auquel aboutit Netflix, lorsque Netflix ou Amazon Prime ou Amazon Vidéo, lorsque vous vous connectez à l'ensemble de ces plateformes, qui sont capables dès aujourd'hui de vous proposer un certain nombre d'offres qui sont faites pour vous et qui ne seraient pas les mêmes que celles qui sont proposées à votre voisin ou à votre conjoint. Et puis, le quatrième point de l'utilisation de l'IA à l'intérieur des secteurs, de manière en termes de socle de base, c'est on utilise l'IA de manière à pouvoir optimiser la gestion des ressources de l'entreprise, que ce soit des ressources humaines, des ressources financières ou des ressources techniques. Et donc, dans tous les secteurs, on voit apparaître ce que l'on appelle des chantiers en matière de transformation digitale. Ces chantiers qui nécessitent de constituer des bases de données qu'on appelle des data lakes. Donc là, on a un vocabulaire qui est basé essentiellement sur la data. Ces bases de données qui sont des bases de données d'une taille qui dépasse les bases de données traditionnelles avec lesquelles les entreprises avaient l'habitude de travailler. On les appelle des data lakes. Pour constituer ces data lakes, vous avez besoin d'avoir ce que l'on appelle des data architectes, qui sont des architectes de la data, qui vont être capables de créer ces data lakes. Et puis derrière, pour travailler sur les modèles d'analyse de ces data, vous allez faire appel à des analystes de la data, ce qu'on appelle des data analystes. Et puis également, vous pouvez faire appel à des scientifiques de la data, les data scientists, qui eux vont travailler sur
la modélisation, ils vont travailler sur la conception des modèles ou la traduction d'un modèle qui est issu de la recherche fondamentale en code informatique, en algorithme. Et tout ça vise à développer ce que l'on appelle des data management platforms. Hein, vous en avez une ici, qui est ce qu'on appelle le data wall, notamment ici, qui doit être le data wall de la SNCF, qui est une entreprise que vous devez bien connaître en France. Et ces data management platforms, ce sont des outils d'aide à la décision pour les managers. Ce sont essentiellement des tableaux de bord qui permettent aux managers de visualiser en temps réel des données qui sont des données stratégiques et qui permettent de conseiller le manager sur des décisions stratégiques qu'il doit prendre, soit en termes, comme on vient de le voir, hein, soit en termes d'optimisation, de gestion des ressources humaines, financières, techniques, pour mieux gérer son budget, pour mieux gérer ses équipes, ou en termes de personnalisation des offres. Donc, ce sont ces fameuses DMP, Data Management Platform, qui permettent aujourd'hui aux managers d'atteindre de tels résultats. Ici, on est véritablement sur le socle commun qui est déployé à l'intérieur de la quasi-totalité des secteurs en matière d'intelligence artificielle. Maintenant, si on s'intéresse à des développements plus spécifiques de l'intelligence artificielle par secteur, il y a tout d'abord l'industrie automobile, qui est une industrie qui aujourd'hui est en train de se transformer en profondeur, notamment avec l'ensemble des recherches qui ont lieu aujourd'hui sur la reconnaissance d'images et qui permettent déjà de développer des premiers prototypes de véhicules autonomes. Il s'agit d'un marché qui représente en volume 54 milliards de dollars, déjà en 2019, et qui, en prévision d'ici à 5 ans, en 2026, devrait atteindre 556 milliards de dollars. Ce marché, ce qu'il y a d'intéressant sur le marché du véhicule autonome, c'est qu'en fait, on a un leader qui est Tesla, qui est la société que vous connaissez, qui a été fondée par Elon Musk, qui occupe cette position de leader sur le marché parce qu'en fait, il a été le premier à travailler, dans un premier temps, sur la véhicule électrique et puis progressivement sur le véhicule autonome, et qu'on voit aujourd'hui une transformation du paysage de l'industrie automobile qui devient cette industrie automobile de demain, hein, si vous vous souvenez, entre le monde d'avant et ce monde d'après. On a aujourd'hui l'émergence de nouveaux acteurs dans ce monde d'après. Et ces nouveaux acteurs sont des acteurs qui, en fait, viennent du domaine de la microélectronique, des nanotechnologies, de l'intelligence artificielle et absolument pas du domaine de l'industrie automobile. Vous avez des acteurs comme Nvidia, Intel, Baidu et Apple. Ils sont en train de pénétrer progressivement l'industrie automobile. Et puis, on note également, très intéressant en termes de stratégie d'entreprise, que des alliances stratégiques sont en train de se mettre en place entre, d'une part, des acteurs traditionnels de l'industrie automobile et d'autre part, des acteurs de l'Internet, des startups de l'Internet, des acteurs qui ne sont plus des startups tels que Uber ou des spécialistes de l'intelligence artificielle. On voit notamment un partenariat stratégique entre Volvo et Uber sur la conception des véhicules autonomes, d'autres partenariats entre Ford et Argo AI et un partenariat en matière de R&D entre BMW et Mercedes. Donc, on a ici, à l'intérieur de ce secteur automobile, un paysage qui est en train de totalement se redessiner avec, en toile de fond, hein, ce dont on parlait tout à l'heure, cette maîtrise d'un avantage concurrentiel qui est la maîtrise de l'intelligence artificielle. Ensuite, on a un autre secteur qui est extrêmement intéressant, qui est le secteur de la médecine. Et alors, là encore, exactement comme pour le secteur automobile, ce sont les algorithmes d'intelligence artificielle de reconnaissance d'images qui sont à l'origine de très forts progrès dans le secteur de la médecine. C'est la puissance de précision visuelle ici de la machine qui descend jusqu'au pixel. Donc là, effectivement, on a une précision de la machine qui dépasse la précision de l'œil humain, qui, combiné aux 3 atouts qu'on a présentés tout à l'heure de l'intelligence artificielle, et notamment le 3e atout, à savoir l'endurance de la machine, qui dépasse l'endurance d'un dermatologue, qui à un moment donné va ressentir de la fatigue, qui amène déjà aujourd'hui des programmes d'intelligence artificielle qui sont utilisés dans le secteur de la dermatologie, par exemple, à ce que l'intelligence artificielle
soit capable à 95% d'identifier un mélanome contre 87% pour un dermatologue. Et donc, l'une des conséquences, c'est que on voit de plus en plus d'applications qui sont en cours de développement, qui sont des applications qui sont destinées au grand public. Comme ici, vous avez l'application Skin Vision qui est en phase de test et qui permettra peut-être dans quelques années, directement via votre smartphone, de passer au scan un grain de beauté que vous venez d'identifier pour savoir, ou du moins pour avoir déjà un prédiagnostic au niveau de ce grain de beauté. L'industrie pharmaceutique, en lien avec l'industrie médicale, hein, et là encore, l'industrie pharmaceutique, c'est l'une des industries qui est en train d'être révolutionnée par l'intelligence artificielle, par la programmation informatique. On a Andrew Hopkins, qui est le CEO d'Exenta, qui est la première société à avoir utilisé l'intelligence artificielle pour proposer une nouvelle molécule dans le cadre du traitement des TOC, qui annonce qu'il est possible que l'intelligence artificielle soit une plus grande révolution que la découverte du séquençage ADN pour l'industrie pharmaceutique. Donc, ce qui est véritablement une annonce choc, explosive. Et pour quelle raison Andrew Hopkins fait cette annonce? Bien, pour une raison simple, l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le domaine de l'industrie pharmaceutique, c'est une utilisation qui paraît évidente après tout ce que nous venons de nous dire, puisque lorsque vous allez lancer des tests pour concevoir une molécule, il s'agit de travailler sur des bases de données qui sont des bases de données extrêmement grandes et de travailler sur la base de ce que l'on appelle des arbres décisionnels qui amènent les scientifiques, qui amènent les chercheurs, qui travaillent sur cette phase de conception d'un médicament, d'un principe actif, donc de la molécule active, qui les amène à prendre des centaines, des milliers de décisions. Et bien là, la machine va pouvoir, de manière extrêmement rapide, analyser cette base de données qui est extrêmement grande et déployer ces arbres de décision. Et c'est ainsi qu'en janvier 2020, cette société a fait entrer en phase clinique le premier médicament conçu en utilisant l'IA. Et ce qui est d'intéressant, c'est que cette phase de conception qui a mobilisé le programme informatique a été déployée en seulement 1 an versus 5 ans pour une phase de conception traditionnelle dans l'industrie pharmaceutique. Donc, bien évidemment, on conçoit la révolution qui peut avoir lieu derrière si on réduit par 5 des phases de conception de molécules actives dans le cadre de pathologies telles que le traitement des troubles tels que le TOC. Et une potentielle réduction des coûts de développement et de mise sur le marché qui pourrait être évaluée à environ 30%. Donc, ici encore, un impact extrêmement fort de l'intelligence artificielle sur une industrie qui est l'industrie pharmaceutique. Le secteur bancaire, bien évidemment, c'est un secteur que vous connaissez bien déjà pour être vous-même utilisateur. Alors, le secteur bancaire, ça a été l'un des premiers secteurs utilisateurs de l'intelligence artificielle. Donc, c'est pas un secteur qui est à la traîne au niveau de la maîtrise de l'intelligence artificielle, notamment parce que le secteur bancaire a l'habitude d'utiliser des modèles prédictifs qui permettent d'analyser le comportement des épargnants, le comportement de leurs clients. Et donc, dans un premier temps, les banques traditionnelles que vous voyez ici ont utilisé l'intelligence artificielle pour améliorer les diagnostics prédictifs qui pouvaient être produits par leur programmation et c'est ce qui a permis de lancer de nouveaux services qui étaient personnalisés, accompagnés toujours par un service client, par un conseiller clientèle, mais qui se nourrit un peu comme le manager avec sa DNP, qui va avoir un certain nombre d'indicateurs sur son tableau de bord et qui, sur la base de ces indicateurs, va engager un certain nombre d'actions. Et bien, un peu de la même manière, chaque conseiller clientèle à l'intérieur d'une banque possède également son tableau de bord qui est alimenté par un programme d'intelligence artificielle qui attire son attention sur tel type de client ou sur tel autre type de client et qui va l'inviter à faire une proposition à un certain type de client vers des nouveaux produits ou vers un autre type de gestion.
Donc ça, c'est le premier, sont les premières modifications qu'on a vues à l'intérieur des banques traditionnelles, qui notamment ont été très utiles dans le cadre de la gestion de la crise du Covid, qui ont permis d'identifier, notamment ici au Canada, un certain nombre de clients qui allaient se retrouver dans des situations économiques difficiles et vers lesquelles, de manière très proactive, les conseillers clientèle ont engagé un certain nombre d'actions pour leur proposer des services ou pour leur proposer de mettre en place des solutions pour une durée, pour une durée déterminée. Parallèlement à ces services à l'intérieur des banques, on a aussi dans le secteur bancaire des nouveaux acteurs qui sont en train de développer des nouvelles offres. Et ces nouvelles offres sont ce que l'on appelle des robo-advisors, enfin sont basées sur des robo-advisors, c'est-à-dire des conseillers robots qui se proposent de gérer votre épargne de manière plus intelligente, entre guillemets, que ne le fait, ou de manière optimisée, que ne le fait ou que ne le faisait jusqu'à maintenant votre conseiller en gestion du patrimoine. Et là, on a un boom de ces robo-advisors sur la planète. Aux États-Unis, les robo-advisors existent déjà depuis un certain nombre d'années et on voit apparaître un peu partout dans le monde. Je vous ai indiqué 2 robo-advisors qui sont développés et qui fonctionnent là aujourd'hui en France, Nalo et Yomoni, et un autre robo-advisor qui est l'équivalent de ces 2 solutions ici au Canada, Wealthsimple, avec une promesse qui est commune aux 3, qui est le fait de mieux investir l'épargne des particuliers, de ne pas laisser votre épargne sur des livrets avec des taux d'intérêt qui sont extrêmement faibles et qui, compte tenu de l'inflation, parfois peuvent vous faire perdre de l'argent. Et donc, ces robo-advisors qui fonctionnent sur la base, encore une fois, de modèles de recherche académiques, vont effectuer de la structuration de produits pour constituer un portefeuille et avec l'aide d'un véritable humain, d'un conseiller client humain qui possède une expertise très fine dans le domaine de la gestion du patrimoine. Ces robo-advisors vont fournir des conseils à votre conseiller en gestion du patrimoine et c'est sur la base de ces conseils que lui va orienter la constitution de votre portefeuille d'actifs. Et alors effectivement, quand vous regardez les rentabilités qui sont affichées par ces robo-advisors, on voit très nettement qu'on a ici une aide extrêmement forte de l'intelligence artificielle dans la gestion de l'épargne des particuliers notamment. Le domaine de l'éducation, qui est un domaine qui me tient très fortement à cœur, est aussi l'un des domaines qui est en train d'être révolutionné par l'intelligence artificielle avec l'essor des assistants virtuels éducatifs. Et on a même plus qu'un essor. Aujourd'hui, on note un véritable boom des assistants virtuels, déjà dans notre vie de tous les jours. J'ai cité tout à l'heure Alexa ou Google Home. Et ces assistants virtuels, ils sont également en train de pénétrer la sphère éducative et ils se veulent des assistants pour accompagner l'apprentissage au sens de la mémorisation et ensuite la mise en mouvement d'une réaction comportementale chez des jeunes enfants, avec que ce soit Cognitoy, qui est un jouet éducatif qui a été développé notamment sur l'intelligence artificielle Watson, développé par IBM, ou des applications qui sont des applications digitales auxquelles vos enfants peuvent accéder directement sur les tablettes. Bon, on a aujourd'hui un grand nombre d'applications dans la restauration, les cooking robots que je vous citais tout à l'heure, qui sont déjà implémentés dans des restaurants aux États-Unis depuis 2018, qui ont en mémoire des milliers de recettes et qui sont capables aujourd'hui même de prendre en considération des régimes alimentaires et du coup d'adapter véritablement les recettes qu'ils vont déployer en fonction des régimes et des particularités des clients qui se trouvent à l'intérieur du restaurant. Et puis bien évidemment, ces robots, ils sont jamais soumis au stress, ils sont jamais soumis à la fatigue, et donc vous avez des cuisines qui deviennent extrêmement calmes. Et si certains d'entre vous ont déjà travaillé dans le domaine de la restauration, vous pouvez voir d'emblée l'apport d'un tel robot dans une cuisine. Les services à la personne, on les a introduits lorsque je vous ai présenté quelques applications en introduction de l'intelligence artificielle. Et les services à la personne, bien évidemment, c'est l'un des secteurs qui est en train d'être transformé aujourd'hui en termes de démographie et également de métiers exercés, puisque là, on a une intelligence artificielle qui est véritablement déjà en train de remplacer un certain nombre de collaborateurs à l'intérieur de sociétés, que ce soit des sociétés de services à la personne ou que ce soit des sociétés du domaine de l'hôtellerie et du tourisme, puisque là, vous voyez que le room service est réalisé directement par un robot qui est capable d'apporter des livraisons dans les champs.
Bien, j'ai pas abordé le secteur de l'agriculture, mais le secteur de l'agriculture, c'est également l'un des secteurs qui est très fortement bouleversé, transformé par l'intelligence artificielle, notamment aidé par les drones et les caméras qui sont dotées des programmes d'intelligence, des programmes de reconnaissance d'images de l'intelligence artificielle et qui permettent d'identifier les sols qui doivent être plus irrigués, de sols qui doivent être moins irrigués, avec également des capteurs qui sont positionnés à différents endroits au niveau des fermes. Donc, vous avez des tracteurs aujourd'hui qui sont des tracteurs avec des tableaux de bord, qui permettent de naviguer et d'optimiser la gestion d'une ferme dans le domaine de l'agriculture. Bien, j'ai pas abordé la totalité des secteurs, mais n'hésitez pas, vous pouvez revenir vers moi à l'issue de cette présentation si vous voulez échanger sur un secteur en particulier. Puis, je vous invite véritablement à aller découvrir par vous-même quelles sont les innovations qui sont en train de transformer votre secteur industriel. On arrive à la dernière partie de cette présentation et c'est une partie qui pour moi est extrêmement importante, qui est quels sont les enjeux pour les métiers de demain. J'ai envie de dire quels sont les enjeux pour la vie de demain que cette intelligence artificielle soulève. Après plusieurs scénarios sur les conséquences de l'arrivée de cette intelligence artificielle dans nos vies, dans nos métiers, dans nos entreprises, on a aujourd'hui un consensus de la part de la quasi-totalité des chercheurs qui travaillent sur cette question, sur le fait que cette intelligence artificielle va provoquer 3 modifications fortes. La première modification au niveau des métiers, c'est que on est en train de voir, et on va le voir de plus en plus dans les années à venir, de nouveaux métiers, vont être créés. Et ces métiers nécessiteront la maîtrise de la data et la maîtrise de l'informatique, du code informatique. Ça constituera un véritable avantage concurrentiel. Et par conséquent, il est important, dès maintenant, à l'intérieur des systèmes éducatifs, de familiariser les enfants avec le code informatique, avec la logique mathématique qui est sous-jacente au code informatique et avec la maîtrise de la donnée. Parce que la création de ces nouveaux métiers, elle se basera de manière assez forte sur la maîtrise de ces 2 fondamentaux qui sont en lien véritablement avec la colonne vertébrale de l'intelligence artificielle. Bien, le deuxième point sur lequel on a un consensus également aujourd'hui, c'est que très certainement, l'introduction de l'intelligence artificielle va de facto mener à la suppression d'un certain nombre de postes et d'un certain nombre de métiers. On sait déjà aujourd'hui qu'il s'agit des métiers qui sont à faible niveau d'éducation et qui sont des métiers qui sont basés sur des tâches répétitives. Donc, ça peut être des tâches administratives, de gestion d'archives, d'entretien, etc. Ce sont des métiers sur lesquels, en très forte proportion, les femmes sont représentées. Et par conséquent, on sait déjà aujourd'hui qu'il va y avoir un très fort effort à fournir pour former des milliers, voire des millions, voire des dizaines de millions de femmes sur la planète en termes de reconversion, puisque les métiers de secrétariat, d'administration, de gestion des archives, de recherche documentaire, etc., sont des métiers qui sont très probablement appelés à disparaître dans les années à venir. Et puis le troisième point sur lequel on a un consensus également aujourd'hui, c'est qu'on migre vers une évolution des métiers, quel que soit le secteur, et que cette évolution des métiers sera la suivante. On aura très certainement des métiers sur lesquels l'expertise va devenir de plus en plus important. Donc, le fait d'être expert dans un domaine et de maîtriser l'ensemble de l'état de l'art du domaine et de l'avoir également pratiqué. On migre également vers des métiers qui vont être de plus en plus mobiles et qui seront ou devront être exercés un peu partout sur la planète, à distance, complètement. Et puis, et surtout, on migre vers des métiers qui nécessiteront une collaboration avec l'intelligence artificielle. La combinaison optimale des métiers à venir, c'est véritablement la combinaison de l'homme, avec un grand H, les hommes et les femmes, et de l'intelligence artificielle. Et c'est là où il est extrêmement important, à mon sens, de revenir à ce qu'est être humain versus être une machine, ou versus machine, tout court, plus que être. Et si on s'interroge finalement sur ces spécificités de l'être humain comparativement aux machines, eh bien, on s'aperçoit qu'on a 6 grandes caractéristiques. Bon, il y en a d'autres, mais
on peut considérer que ces 6 grandes caractéristiques constituent le socle principal qui nous différencie véritablement de la machine au sens où ces spécificités, elles nous donnent un avantage par rapport aux machines. Et ces spécificités, quelles sont-elles? Bien, tout d'abord, sont les émotions. Un être humain, il est sujet à des émotions, alors que la machine n'est pas sujette aux émotions, que ce soit l'amour, la peur, la tristesse, la joie, l'excitation, etc. L'ensemble des émotions dont nous sommes le siège. L'empathie, qui est également un élément extrêmement fort et qui aide l'individu, qui aide l'être humain à prendre des décisions dans ses interactions avec les autres et du coup à prendre des décisions dans la manière dont il mène le monde, dont il mène son monde, dont il mène ses affaires. L'intuition, c'est l'intuition qui est une forme de compréhension des choses immédiate qui ne recourt pas au raisonnement et qui, en ce sens, se distingue véritablement de la machine, puisque la machine, on revient, l'intelligence artificielle, c'est un programme informatique, c'est un algorithme, et un algorithme, c'est du raisonnement à la base. Or, l'intuition, est véritablement une caractéristique humaine de l'être humain, est quelque chose qui permet à l'être humain de comprendre immédiatement sans avoir recours à un raisonnement. Et donc, en cela, on a une véritable différence, qui est une véritable force par rapport à l'intelligence artificielle. L'imagination, dont est doté l'être humain et qui a permis d'ailleurs à l'être humain de rédiger toutes ces œuvres de fiction dont on a parlé en introduction, qui est cette capacité à inventer des concepts qui étaient jusqu'à maintenant inconnus, à inventer des objets qui étaient jusqu'à maintenant inconnus. Cette imagination est une caractéristique également qui est propre à l'être humain jusqu'à maintenant et qui l'amène à pouvoir créer, qui lui donne une créativité qui est extraordinaire. Et puis, la dernière spécificité de l'être humain, qui le distingue de la machine, c'est l'esprit critique. C'est notre capacité à remettre en question des assertions qui nous sont présentées comme étant des vérités absolues. Cette capacité de faire ce pas de recul et de regarder une assertion sur laquelle il peut y avoir un consensus, mais d'être capable tout de même de la remettre en question, c'est une spécificité de l'être humain que ne possède pas non plus à aujourd'hui l'intelligence artificielle. Et ces 6 caractéristiques, à mon sens, combinées avec les 3 atouts de l'intelligence artificielle, la puissance de calcul qui va encore augmenter dans les années à venir, donc effectivement là on dépasse la puissance de calcul du cerveau humain, la capacité de stockage et l'endurance. Et c'est cette combinaison, si on arrive à combiner effectivement les forces de l'individu humain avec une forte expertise métier et les atouts de l'intelligence artificielle, qui très certainement nous permettra, à nous individuellement, mais également collectivement, de mener des carrières qui auront peut-être plus de sens et peut-être également de retrouver, de renouer avec une nature humaine que l'on a tendance parfois en société à gommer ou à laisser de côté. Or, c'est véritablement là où se situe la force de l'être humain, dans la créativité, l'imagination, l'intuition et l'esprit critique. Donc c'est là où on sera dans le monde d'après et qui, je l'espère, sera un monde qui sera plein d'opportunités pour chacun d'entre vous et dans lequel nous pourrons véritablement donner une pleine puissance au pouvoir de la création et de la créativité des uns et des autres. Bien, c'est ainsi que s'achève cette présentation, qui j'espère aura répondu à un certain nombre de vos questions sur l'intelligence artificielle. Donc, je ne répète, cette présentation, elle se voulait très générale. On l'a abordée sous l'angle de l'intelligence artificielle. Quel est le marché de l'intelligence artificielle? Quelle opportunité l'intelligence artificielle peut-elle représenter pour l'entreprise? Et quelle opportunité et quels enjeux l'intelligence artificielle représente pour vous en tant que être humain, homme, femme et collaborateur dans l'entreprise. Je vais juste regarder, je suis désolée, j'ai été assez longue, je vais juste regarder, j'ai encore le temps de répondre à quelques questions, je vais essayer de les passer en vue. Alors, attendez, je passe en vue. C'est un exercice qui est toujours assez complexe que de réussir
pick up les questions qui sont les plus pertinentes, bien que je vois qu'on a déjà, un grand nombre de questions qui sont extrêmement pertinentes. Les individus sont-ils des objets connectés? Jean Alessandri, alors Jean, bonjour. Alors, à partir du moment où tu portes ta montre intelligente, effectivement, ta montre intelligente est un objet connecté. Toi-même, en tant qu'individu, à partir du moment où tu n'as pas fait d'implant sous-cutané avec un système intelligent, avec un processeur et un émetteur-récepteur qui serait connecté à Internet, non, tu n'es pas un objet connecté, hein, bien évidemment. Les objets connectés, ce sont des objets que l'on peut toucher véritablement et qui sont connectés au réseau Internet. Ensuite, ce qu'il y a de certain, c'est que le fait que tu portes ta montre connectée et que tu transportes en permanence ton smartphone avec toi du matin jusqu'au soir, fait que finalement, l'ensemble de tes actions, l'ensemble de la vie que tu mènes du matin jusqu'au soir, les endroits où tu te rends, les applications que tu vas utiliser, les appels que tu vas passer via ton répertoire, l'ensemble de ces actions sont maillées et donc par conséquent, on a accès, les géants de l'Internet, hein, notamment Apple si tu as un iPhone et Google si tu possèdes un Android, ont accès à l'ensemble de ces données. Donc, par extrapolation, on pourrait répondre oui, mais de manière très pratico-pratique, non. Alors, pouvez-vous positionner l'algorithmie, le machine learning et le deep learning? Nicole Briand. Alors effectivement, j'ai pas voulu rentrer au cours de cette présentation de manière très précise dans le vocabulaire qui est un vocabulaire qui est très courant en intelligence artificielle, mais pour vous expliquer très simplement de quoi il s'agit, puisque là l'objectif c'était véritablement de vous faire une présentation très générale, très générique de ce qu'est l'intelligence artificielle d'un point de vue marché, opportunité d'entreprise. Maintenant, qu'est-ce que l'on appelle l'algorithme? Alors, le fait de construire un algorithme, c'est le fait de partir d'un raisonnement de logique mathématique, un raisonnement de logique mathématique. Si j'ai telle condition, alors j'obtiens tel résultat. C'est la manière la plus simple de rédiger ce qu'on appelle un algorithme. C'est ce qu'on appelle en code une boucle, si, alors. Donc, on part d'un raisonnement logique qui se représente de cette manière, si alors, ou un raisonnement logique qui a été modélisé par un processus que l'on connaît, étape 1, étape 2, étape 3, avec des liens logiques entre chacune des étapes. Et on va coder de manière informatique, dans un langage informatique, une langue à part entière, comme on parle le français, l'anglais, l'italien, l'espagnol. On va coder dans cette langue informatique le raisonnement logique qu'on a posé sur le papier dans un premier temps. D'accord? Et ce code, c'est ce que l'on appelle l'algorithme. Ensuite, le machine learning, c'est la machine apprenante. C'est en fait un concept qui est apparu dès lors qu'on a eu à disposition le big data, donc cette quantité d'informations extrêmement grande qui a nourri finalement les programmes d'intelligence artificielle et qui permettent en fait au programme d'apprendre progressivement par système d'itération. Plus il avance et plus il s'entraîne. Il y a un programme d'intelligence artificielle, on fait fonctionner pendant des milliers et des milliers d'heures. Typiquement, les programmes de reconnaissance d'images, dont je vous ai montré deux applications dans le secteur automobile ou dans le secteur de la médecine avec l'application en dermatologie, sont des programmes qui ont été entraînés pendant des milliers et des milliers d'heures sur des bases de données extrêmement importantes qui leur ont permis d'envisager différents cas et qui leur permettent par la suite, grâce au fait que la machine devient elle-même apprenante pour différencier ici un piéton, ici un cycliste, ici une voiture, et donc identifier des éléments qui sont des éléments invariants d'un piéton, des éléments qui sont des éléments invariants d'une voiture, des éléments invariants d'un cycliste. Et c'est ce que l'on appelle le machine learning. C'est le fait que la machine, au bout d'un moment, va commencer à apprendre toute seule dans ce processus d'itération
sur cette base de données extrêmement importante qui est le big data. Et à l'origine, en fait, en matière de code, en matière de blocs, de programmes informatiques qui permettent d'alimenter le machine learning, on trouve le deep learning, puisque vous évoquez également le deep learning, basé sur ce que l'on appelle les réseaux de neurones, pour une raison simple, qui est que donc c'est l'un des blocs de programmes informatiques, l'un des blocs d'intelligence artificielle qui sont à l'origine du machine learning. Hein. Et comme je vous l'expliquais tout à l'heure, on s'est inspiré dans le domaine de la recherche fondamentale en intelligence artificielle, on s'est inspiré des processus cognitifs humains. Et vous le savez, dans le cerveau humain, on trouve ce que l'on appelle des neurones, hein, avec des synapses qui sont à l'extrémité de ces neurones et qui libèrent des neurotransmetteurs, qui donnent des informations. Et c'est par là, entre deux synapses, que l'information est transférée et passe. Et c'est en s'inspirant des réseaux de neurones humains que progressivement, les chercheurs en intelligence artificielle ont développé des techniques qu'on a appelées réseaux de neurones, puis les algorithmes deep learning, et ce qui nous a permis de nourrir l'algorithme global pour aboutir au machine learning qui nous permet effectivement aujourd'hui d'avoir des progrès quasi automatiques en matière d'intelligence artificielle. On est arrivé à l'issue de cette présentation. On a 1h30. Je vous remercie, chacun d'entre vous. Je vois que les questions étaient nombreuses et je suis désolée, je ne vais pas pouvoir répondre à la totalité des questions. En revanche, n'hésitez pas, vous pouvez me contacter sur mon profil LinkedIn. Je serai ravie d'interagir avec vous si le sujet vous intéresse. Et puis, n'hésitez pas, vous allez pouvoir nous retrouver pour de nouveaux webinaires, de nouvelles masterclass avec l'IFG. Et je vous souhaite à tous de passer une belle journée. Si vous êtes sur un fuseau horaire comme le mien, où il n'est que 12h30, une belle soirée. Si vous êtes plutôt sur un fuseau horaire européen. Et surtout, prenez bien soin de vous et profitez de tous les challenges opérationnels, professionnels et de vie que cette période peut nous offrir. À bientôt.